Alors, on passe maintenant à l'étude du deuxième chapitre et il s'agit des déformations tectoniques qui vont accompagner la formation ou la genèse des montagnes. Alors, c'est quoi ces déformations tectoniques et que peut-on déduire en observant la présence de ces déformations tectoniques dans une chaîne de montagnes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent nous indiquer? Ils sont les indices, des indicateurs de quoi? Si jamais vous trouvez des déformations tectoniques, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Alors, nous allons voir trois types de déformations. D'abord les plis, ensuite les failles et des déformations tectoniques qui sont intermédiaires entre les deux. Alors, de quoi s'agit-il? Je commence donc par les plis. Les plis, donc, c'est un terme que nous utilisons normalement dans notre langage quotidien. C'est la même chose qu'un pli qu'on trouve dans nos vêtements, dans nos papiers, etc. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, sur ce document, vous aurez donc des couches qui sont plissées. Ils sont plissés. Alors, pour plier des roches, ils doivent être pliables, c'est-à-dire non cassables. C'est pour cela que vous remarquez que sur le titre, les plis, ils sont des déformations tectoniques ductiles et non pas cassantes. Donc déjà là, c'est une classification des déformations tectoniques. Donc c'est ductile. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des déformations, au contraire, cassantes. Donc ils ne sont pas cassantes, mais plutôt ductiles. Donc les plis sont des déformations qui résultent des mouvements des plaques tectoniques. Et on va déduire tout de suite le type de force. C'est très simple de le déduire. C'est-à-dire, si vous avez une roche qui, à l'origine, était horizontale et vous voulez la plisser, il est très facile de concevoir qu'on doit appliquer des forces compressives de part et d'autre de la roche. C'est comme ça qu'on pourra la plier. Donc déjà, là, c'est un très bon indice important, puisque à chaque fois que vous trouverez des plis dans une roche ou dans une chaîne de montagne, c'est la preuve que cette région a été soumise à des forces compressives. Alors, c'est quoi les éléments d'un pli et quels sont les types de plis? Déjà là, vous avez un pli qui est sous forme d'un sommet et un autre qui est sous forme d'un creux. Là, c'est un pli. Et là, c'est également un pli. Alors celui-là, il est appelé un pli anticlinal. Et le second, qui est sous forme de creux, c'est un pli qui est synclinal. Donc ça, c'est déjà une classification très simple des plis. Donc le pli synclinal, il est sous forme de creux, alors que le pli anticlinal, il est sous forme d'un sommet. On peut également parler de la concavité. Remarquez la concavité ici, elle est orientée vers le haut et ici plutôt vers le bas. Donc ce sont deux façons de différencier entre un anticlinal et un synclinal. Donc l'anticlinal et le synclinal ne sont que deux types de plis. L'un, c'est-à-dire l'anticlinal,
c'est un pli dont la concavité est dirigée vers le bas et le synclinal, c'est vers le haut. Le synclinal, c'est un pli sous forme d'un creux, alors que l'autre, c'est plutôt un sommet. Quels sont maintenant les éléments du pli? Alors là, vous avez ce point. Ce point qu'on appelle la charnière du pli. Ce point, je parle du point. Je ne parle pas l'axe du pli, où là, vous avez l'axe du pli et la charnière. Alors l'axe, c'est ce que vous voyez en rouge, mais ce point, c'est la charnière. Qu'est-ce que la charnière? La charnière, c'est un point. Parfois, ce n'est pas un point, c'est un ensemble de points qui représentent la zone maximale de courbure. C'est-à-dire, là, vous avez le pli où la courbure est maximale. Donc, c'est la zone de courbure maximale du pli. Je parle de la charnière. Alors, si vous prenez cette couche, c'est-à-dire la couche jaune, elle a une charnière ici. Si vous prenez l'autre couche, elle a également une charnière. La troisième, elle a également une charnière. Si vous réunissez les charnières, ce point, celui-là, celui-là, celui-là que vous voyez ici, donc c'est un axe de pli. Mais dans les trois dimensions, la charnière n'est pas seulement ici. Elle serait également là, 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 et ainsi de suite. Si maintenant vous réunissez toutes les charnières, vous n'obtiendrez pas un axe, mais plutôt une surface. Et ça serait la surface qui va réunir toutes les charnières. C'est ce qu'on appelle le plan axial que vous voyez ici. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est normalement l'axe, mais si vous le suivez dans les 3D, donc cet axe, il va continuer vers l'arrière et former donc un plan, et ça sera donc un plan axial. Les côtés des plis. Là, c'est un côté, et là, c'est un autre côté. On les appelle flancs. Donc, le flanc, ce n'est que le côté du pli. Alors, normalement, le pondage, c'est-à-dire l'inclinaison de ce côté, donc ce flanc, il est incliné vers ma droite, et ce flanc, il est incliné vers la gauche. C'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire, l'inclinaison des deux flancs doit être opposée. L'inclinaison de ce flanc, il est vers la droite. L'inclinaison de ce flanc est vers la gauche. Donc, leur inclinaison est l'inclinaison des deux flancs est dans deux sens opposés. De ce fait, alors ce flanc, on l'appelle normal, et celui-là, on l'appellera également un flanc normal. Il est normal que ce flanc doit être incliné vers ce côté, et l'autre flanc doit être incliné vers l'autre sens. Alors, là, donc, j'ai défini la charnière et j'ai défini le plan axial. Donc, la charnière, je répète, c'est la zone de courbure maximale du pli. Et le plan axial, c'est un plan qui réunit toutes les charnières du pli. Passons maintenant à la classification des plis. Alors, ce que vous voyez ici en vert, donc c'est le plan axial, et
remarquez que le plan axial, il est vertical. Ce flanc, il est incliné vers la droite. Ce flanc, il est incliné vers la gauche. Donc, c'est un flanc normal. C'est un flanc normal. Donc, les deux flancs sont normaux et le plan axial est vertical. C'est ce que je pourrais donc noter ici. Donc, un pli droit. Vous avez un plan axial vertical et les deux flancs sont normaux. Un plan déjeté, un pli déjeté, pardon. Un pli déjeté, remarquez que le plan axial est incliné. Donc, ça serait une première différence avec le pli droit. Donc, vous avez un pli déjeté qui est vous avez un plan axial qui est incliné. Les deux flancs maintenant, est-ce qu'ils sont normaux ou non? Bien sûr que si. Remarquez ce flanc. Il est incliné vers la droite. L'autre, il est incliné vers l'autre côté. Donc, deux flancs normaux. Donc, c'est un pli déjeté. Le pli déversé. Dans le pli déversé, vous avez un plan axial qui est également incliné, comme le cas du pli déjeté, mais il est plus incliné. Il est plus incliné. Remarquez maintenant le pendage. Le pendage de ce flanc, il est vers la droite, et celui-là également. Il est un peu, bien que ce n'est pas très accentué, mais remarquez qu'il commence à être lui aussi incliné vers la droite. C'est pour cela qu'on va considérer que ce flanc normal, mais celui-là, il est inversé. Donc, le pli déversé est caractérisé par un plan axial incliné, un flanc normal et un flanc inverse. Le dernier pli, c'est le pli couché, et vous vous en doutez, c'est très simple, c'est le terme reflète le nom du pli. Le pli couché, remarquez que ce plan axial, il est presque horizontal. Il tend à l'horizontalité. Ce flanc, il est toujours incliné vers la droite. Ce flanc, lui aussi, il est incliné vers la droite. Donc ça, c'est un flanc normal. Et celui-là, c'est un flanc inverse. Maintenant, remarquez les flèches. Donc, à chaque fois que vous avez un pli, quel que soit le type de pli, vous avez toujours des forces compressives. Donc, si maintenant on a une chaîne de montagnes, ce qu'on verra plus tard, à chaque fois que vous aurez des plis, donc c'est une preuve que la zone étudiée est une zone qui a été soumise à des forces compressives. Je passe maintenant à la deuxième activité qui prend pour titre les failles, qui sont des déformations tectoniques, comme les plis, mais, remarquez, cassantes. Donc, ce sont des déformations cassantes que donc, j'oppose aux plis qui sont des déformations ductiles. Donc, ça, c'est une déformation tectonique cassante.
Alors, c'est quoi les failles? Donc, c'est des déformations cassantes qui résultent, bien sûr, des forces. Alors là, faites attention, on peut avoir soit des forces compressives ou distensives. Comment cela? Donc, on va voir ça dans la classification des plis. Alors, c'est quoi une faille, enfin? En fin de compte, alors vous avez ici une faille. Comment est-ce que je reconnais justement que cette ligne, c'est une faille? Ben, remarquez tout simplement les couches qui sont à droite et à gauche de cette ligne. Il y a un décalage. Prenez n'importe quelle couche ici. Je prends par exemple celle-là, qui est un peu épaisse. Cette couche, si je cherche sa continuité, ben la voilà. Et donc, normalement, avant la faille, cette couche, elle avait sa continuité comme ça. Autrement dit, cette couche a été abaissée. Prenons un autre exemple. Par exemple, cette petite couche fine qui est un peu verdâtre. La voilà. Et sa continuité, la voilà. Donc, il y a un décalage. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle couche ici. Vous trouverez sa continuité de l'autre côté de la faille, mais avec un décalage. Donc, la faille, elle est repérée par le fait qu'il y a un décalage de part et d'autre de la faille des couches. Quels sont donc les éléments de la faille? Vous avez ici une référence, une couche référentielle qui est l'orange. Sa continuité, la voilà. Autrement dit, là, c'est une faille. C'est exactement ce qu'on a vu ici. Mais maintenant, si on le voyait dans les 3 dimensions, ben, la faille, ce n'est pas une ligne, comme ça pourrait être, comme ça paraît ici. Mais c'est un plan. Là, voilà la faille. La faille, la voilà. Elle est cachée en partie par ce bloc. Quels sont les éléments donc de la faille? 1 et 2. Ce sont donc 2 compartiments qui ont été déplacés. Le 1, par rapport à 2, c'est un bloc qui est soulevé. Et le bloc 2, c'est un bloc qui est abaissé. Ben, c'est leur nom d'ailleurs. Le 1, c'est le bloc soulevé ou compartiment soulevé. Le 2, c'est un bloc où le compartiment abaissé. Le 3, ben c'est la faille où on parle surtout de miroir de la faille. Ça ressemble un peu à un miroir qu'on utilise dans nos maisons. Donc c'est le miroir de la faille. 4 et 5, ils représentent le rejet de la faille. Le 4, c'est un rejet vertical. Le 5, c'est le rejet horizontal. C'est-à-dire, si vous faites revenir cette couche à sa position initiale, elle serait en face de ce point. Je la dessinerai ici. Je répète, vous avez la couche rouge, ou plutôt orange. Si maintenant, cette continuité-là, si vous la faites revenir à sa position initiale avant la faille, elle serait à ce niveau. Maintenant, verticalement, de combien de mètres ou quelle est la différence d'altitude entre ce point et ce point qui était en face. Donc, je fais la projection normalement verticale et là, c'est ce point qui était à côté de ce point. Et si vous mesurez cette distance,
c'est le rejet vertical. Maintenant, horizontalement, quelle est la distance qui a qui sépare le point que je pointe ici avec ce point. Je ne parle pas de ce décalage, mais je parle que horizontalement. Alors, maintenant, ce point, il était à côté de ce point. Horizontalement, voilà où est-ce que je retrouverai ce point, ici. Et si vous mesurez cette distance, vous avez déterminé le rejet horizontal. Ça reviendrait à faire exactement la même chose. Ça reviendrait à faire la projection de ce point verticalement, et le voilà. Et ce point, avec ce point, la différence de distance, cette distance-là, eh ben, c'est le rejet horizontal. Quels sont les types de failles? Celle-là, c'est la faille normale. La seconde, c'est une faille inverse. La troisième, c'est un décrochement. Et la quatrième, également, un décrochement. C'est quoi ça? Remarquez maintenant cette faille. La voilà. La question qui se pose, est-ce que ces deux blocs se sont éloignés ou se sont rapprochés? Ce bloc, le bloc ABC, il s'est bien éloigné du bloc soulevé. C'est une faille normale. Deuxième critère, remarquez le pondage, l'inclinaison de cette faille. Le pondage, l'inclinaison de cette faille, il est vers la gauche. C'est-à-dire, si vous posez une petite bille ou un ballon ici, ben cette bille, eh ben, elle va tomber vers le bloc ABC. Et donc l'inclinaison de la faille est vers le bloc ABC. C'est une faille normale. Donc vous avez deux critères pour caractériser la faille normale. La première, les deux blocs se sont éloignés. Le deuxième critère, la faille est inclinée vers le bloc ABC. Donc, c'est ce qu'on pourrait écrire, par exemple, ici. Donc, c'est une faille normale. Elle est caractérisée par l'éloignement des deux blocs. Deuxième chose, la faille est inclinée vers le bloc ABC. Maintenant, pour la faille inverse. La voilà. La faille. Donc, c'est une faille. Pourquoi une faille? Il y a un décalage. Prenez par exemple cette couche. Sa continuité, la voilà. Donc, il y a un décalage. Donc, c'est bien une faille. Et maintenant, remarquez ce bloc. C'est le bloc, maintenant, soulevé. Le bloc ABC, le voilà. Remarquez que le bloc soulevé, maintenant, il recouvre un peu, il recouvre le bloc ABC. Si vous voulez avoir une faille inverse, est-ce que vous allez compresser ou vous allez tirer? C'est-à-dire les forces, est-ce qu'ils seront distensives ou compressives? Bien évidemment, ils doivent être compressives. Et les deux blocs maintenant, ils se sont rapprochés l'un vers l'autre, contrairement à ce qui s'est passé pour la faille normale. La faille normale, on a dit que les deux blocs se sont éloignés. Ici, non. Les deux blocs se sont rapprochés l'un vers l'autre. Deuxième critère, remarquez maintenant l'inclinaison de la faille. Donc c'est une inclinaison qui est vers la gauche.
et elle est inclinée vers le bloc soulevé maintenant. Elle est inclinée vers le bloc soulevé. Et c'est ce qui fait donc de cette faille une faille inverse. Donc si vous comparez une faille normale et une faille inverse, la première différence, là, vous avez une distension, c'est-à-dire les deux blocs se sont éloignés. Là, vous avez une compression. Les deux blocs se sont rapprochés. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, la faille maintenant, elle est inclinée vers le bloc abaissé, alors que dans la faille inverse, la faille est inclinée vers le bloc soulevé. Passons maintenant au décrochement. Alors là, vous avez des décrochements. Est-ce qu'il y a un bloc abaissé ou un bloc soulevé? Non, il n'y a pas de bloc abaissé et pas de bloc soulevé. Le déplacement des deux blocs, remarquez qu'il est au même niveau. Ils sont toujours à la même surface, à la même horizontalité, mais il n'y a pas un bloc, il n'y a pas de bloc soulevé, pas de bloc abaissé. Là, c'est la même chose. Donc, c'est un cisaillement. On parle de cisaillement. Le déplacement, il est indiqué par les flèches. Ce bloc, il s'est déplacé vers nous. L'autre, il s'est éloigné. Par contre, ici, le bloc qui se rapproche de nous, le voilà. Par contre, c'est ce bloc qui s'éloigne de nous. Alors, comment distinguer entre ces deux décrochements et comment les nommer? Ce décrochement est appelé un décrochement dextre. D-E-X-T-R-E. C'est quoi un décrochement dextre? Qu'on oppose au décrochement sénestre. S-E-N-E-S-T-R-E. Donc là, vous avez un décrochement dextre, un décrochement sénestre. Si maintenant je suis les flèches, le déplacement des flèches, celui-là, ce bloc s'est déplacé vers nous, l'autre, il s'éloigne. Donc si je suis les flèches, voilà ce que ça ferait. Est-ce que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou contre le sens des aiguilles d'une montre? Je suis en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Faisons le même exercice ici. Si je suis les flèches, le sens du déplacement, voilà, je me déplace comme ça et l'autre comme ça, puis comme ça. Donc, je suis en train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Autrement dit, je peux reconnaître un décrochement dextre, celui-là, d'un décrochement sénestre par le sens de déplacement des deux blocs. Si le déplacement des deux blocs se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, le décrochement est appelé dextre. Par contre, si le déplacement se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est un décrochement sénestre. Les déformations maintenant intermédiaires. Alors, pourquoi on parle de déformation intermédiaire? Parce que tout simplement, ça va regrouper un peu les failles et les plis. Alors, ces déformations tectoniques intermédiaires, on va distinguer deux types surtout. Les chevauchements et puis les nappes de charriage. Alors, c'est quoi ces déformations tectoniques? Ces chevauchements
et ses nappes de charriage. Vous avez ici un bloc qui représente une faille. Première question, est-ce qu'elle est normale ou inverse? La réponse, la voilà. C'est une faille inverse. Pourquoi? Donc un petit rappel, exercice. La faille, la voilà, elle est inclinée vers le bloc soulevé. Donc c'est une faille inverse. 2. Les deux blocs se sont rapprochés. Donc c'est une faille inverse. Maintenant, ça peut évoluer, cette faille. Si la flèche que vous remarquez ici, elle représente les forces compressives. Si les forces continuent, remarquez qu'est-ce qui va se passer pour cette faille. Elle sera plus inclinée. Ce bloc soulevé, le voilà, il a été plissé. L'autre bloc, celui-là, a également été plissé. Alors ce trait, il représente la faille. Remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Ce bloc-là, qui se retrouve en haut, au-dessus de la faille, il commence à se déplacer et quitter, s'éloigner de sa position initiale. Sa position initiale, elle était là, à ce niveau. Il commence à chevaucher, comme on chevauche un cheval, bien sûr. Ça, donc c'est ce bloc qui surmonte, c'est ce bloc qui chevauche ce bloc. On parle de chevauchement, justement. Si je l'accentue, ce phénomène, voilà ce que vous aurez. Donc cette faille, la voilà. Donc elle est devenue plus horizontale, moins inclinée. Et ce bloc, il continue son déplacement. Il continue à surmonter ce bloc. Et là, vous parlez de chevauchement. Alors le déplacement maintenant, s'il est métrique ou quelques centaines de mètres, c'est-à-dire ce bloc, si je le fais revenir à sa place initiale, cette couche, là, celle-là, je la mettrai en face de celle-là. La blanche, je la mettrai en face de la couche blanche. Et maintenant, si je fais revenir ce bloc ici, et je le refais déplacer, si le déplacement maintenant, il est de quelques mètres, quelques dizaines de mètres, ça pourrait arriver à, disons, 1 kilomètre, quelques kilomètres, je parle toujours de chevauchement. Par contre, si ce déplacement continue, mais à des kilomètres, plusieurs kilomètres, c'est-à-dire ce bloc s'est déplacé à des kilomètres. Je parlerai plus de chevauchement, mais plutôt d'une nappe de charriage. Donc c'est quoi en fin de compte la nappe de charriage? Ce n'est que la continuité du chevauchement, c'est-à-dire si le déplacement des deux blocs est métrique, quelques mètres, à quelques centaines, ou maximum quelques kilomètres, 1 à 2 kilomètres, on parle toujours d'un chevauchement. Mais si le chevauchement est très accentué, s'il est de plusieurs kilomètres, le chevauchement n'est plus un chevauchement, mais il est une nappe de charriage. Donc le chevauchement, c'est quoi alors? Ce n'est qu'une déformation tectonique et qui résulte du fait qu'un bloc surmonte un autre. La nappe de charriage, c'est une structure tectonique qui résulte du déplacement kilométrique d'un bloc
qui surmonte l'autre. Ce que vous voyez ici, ce qui est marron, donc ça serait quoi si je me réfère à cette étape? Ben, ça serait cette couche, c'est celle-là. Si maintenant cette couche s'est déplacée très loin, la voilà. Donc elle appelle une unité chevauchante. Par contre, celle qui est au-dessous, c'est une unité chevauchée. Donc, ce bloc, il chevauche ce bloc. Et pourquoi je parlerai de nappe de charriage? Ça serait, cette couche, elle est étrangère. Elle n'est pas du tout formée par les mêmes roches que celle-là. Si vous comparez les roches que vous trouverez ici avec les roches que vous trouverez là, ben, ils seront très différents. C'est-à-dire, c'est une couche qui est totalement étrangère à celle-là. Et donc, je parlerai de nappe de charriage. Donc, résumons. Donc, les différents types de déformations tectoniques, on a des plis. Et les plis, donc, on a déjà une petite classification synclinale, un creux, anticlinal, un sommet. Et les plis que j'ai classés ici, ce ne sont que les plis anticlinaux. Remarquez que la classification qui a suivi ici n'a concerné que les plis anticlinaux. On s'est basé sur quoi? On s'est basé sur le type des flancs que l'on a. C'est-à-dire, est-ce que vous avez deux flancs normaux ou un flanc normal et un flanc inverse? Deuxième critère, sur le plan axial. Dans le pli droit, vous avez un pli axial vertical. Dans les autres, vous avez des plans axiaux qui sont inclinés. Ils sont de plus en plus inclinés si vous allez des plis déjetés vers le déversé, vers le couché. Deuxième chose, là, vous avez des flancs qui sont normaux. Là également, deux flancs normaux. Mais là, le plan axial, il est vertical. Là, il est incliné. Si l'inclinaison continue, vous aurez donc un flanc normal et un flanc inverse. Si le plan axial maintenant est presque, il tend à être horizontal, vous avez un pli couché. Les failles sont des cassures. Donc ce sont des déformations tectoniques cassantes qu'on oppose aux plis qui sont des déformations tectoniques ductiles. On reconnaît une faille par le décalage des couches. Les éléments d'une faille sont un bloc soulevé ou un compartiment soulevé, un bloc abaissé, le miroir de faille et un rejet vertical, un rejet horizontal. Les types de failles, vous avez une faille normale, et une faille inverse. On les différencie par. Dans les deux cas, vous avez un bloc soulevé et un bloc abaissé. Ici, les deux blocs s'éloignent. Les deux blocs, ici, se rapprochent. Là, vous aurez une faille qui est inclinée vers le bloc abaissé. Ici, la faille est inclinée vers le bloc soulevé. Là, c'est un résultat des forces distensives et là, c'est le résultat de forces compressives. Pour le décrochement, le déplacement est un cisaillement, c'est-à-dire les deux blocs résultant de la faille, ils se déplacent l'un par rapport à l'autre selon un plan horizontal. Mais on a
de différencier entre deux types de décrochement. Un décrochement qui est dextre, si le déplacement des blocs se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Par contre, si le déplacement se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je parle de décrochement sénestre. Là, il est un peu, disons, facile d'imaginer que je peux ajouter à cette classification une faille verticale. Supposez, imaginez que le plan de la faille n'est pas incliné, il est vertical et ça serait donc tout simplement une faille verticale. Pour les déformations intermédiaires, donc on a distingué entre un chevauchement et une nappe de charriage. Alors la nappe, le chevauchement, donc c'est un déplacement relatif des deux blocs, l'un surmonte l'autre, et si le déplacement est métrique jusqu'à kilométrique, on parle de chevauchement, donc 1 ou 2 kilomètres. Généralement, c'est quelques mètres, quelques dizaines ou centaines de mètres. Je parle de chevauchement. Par contre, si le déplacement se fait de plusieurs kilomètres, c'est-à-dire la partie chevauchante, celle qui chevauche, celle qui se trouve au-dessus, le bloc chevauchant, s'il a été déplacé très loin de sa position initiale, je parle de nappe de charriage. Maintenant, résumons tout ça. Si vous avez une couche, initialement, elle est horizontale. Et les roches qui constituent ces couches, ils ont leurs propriétés et leurs caractéristiques, telles que, par exemple, le type de la roche, est-ce qu'elle est ductile, est-ce qu'elle est solide, ses constituants, est-ce que c'est de l'argile, est-ce que c'est du granit, est-ce que c'est du calcaire, donc le type de la roche. Cette roche, elle est soumise à des conditions de pression et de température. Est-ce qu'elle est gorgée de liquide? Donc, en fin de compte, ça, ce sont donc des caractéristiques de la roche. Et bien sûr, le temps intervient. Cette couche maintenant, elle peut être soumise à des forces tectoniques. Ces forces tectoniques, ils sont soit distensives, soit compressives. Et c'est ce que on pourra noter ici. Remarquez maintenant le type de force. Donc, il y en a deux. Distensive, ici, et là, compressive. Distensive, si vous avez remarqué dans les déformations qu'on a étudiées, le seul type de déformation qui résulte des forces distensives, c'est la faille normale. Je vous renvoie ici. Donc là, on avait des plis. Remarquez que tous les plis résultent de forces compressives. Les failles, on a vu que la faille normale, elle résulte de forces distensives. Les deux blocs se sont éloignés. Là, c'est compressive. Les deux blocs se sont rapprochés. Les décrochements, également. Les deux blocs résultent des forces compressives. Pour avoir un chevauchement, la même chose, c'est compressive. Pour avoir une nappe, c'est également compressive. Donc remarquez, là où j'ai parlé de distension. Donc là, c'est compression, les décrochements, c'est compression, la faille inverse, c'est compression, et là, la faille normale, c'est distension. Et tous les plis, il est évident qu'ils résultent des forces compressives.
compressive. Donc, je reviens maintenant à notre résumé. Donc, le seul type de déformation qui résultera, là, donc j'écrirai force tectonique. Les forces tectoniques, là, ils sont distensives. Et là, ça serait donc une faille normale. Le seul type de déformation qui résulte de force distensive, c'est donc la faille normale. Maintenant, pour les failles, les forces compressives. Les forces compressives, on a vu qu'il y a des plis, on a vu qu'il y a des failles, je commence par les failles d'abord, on a des failles qui sont inverses, on a des plis, on a des chevauchements et on a des nappes de charriage. Je reprends. Donc les forces tectoniques peuvent être soit distensives, soit compressives. S'ils sont distensives, je ne peux avoir que des failles normales. Par contre, si les forces sont compressives, je peux avoir des failles normales, des failles inverses, des plis, des chevauchements et des nappes de charriage. Alors, maintenant, si je vous conseille maintenant de retenir dans tout ça, si, par exemple, dans l'examen, on vous donne cette partie dans les questions de restitution des connaissances, on pourra vous demander donc des détails, par exemple, le décrochement dextre, sinistre, est-ce qu'il c'est un déplacement dans le sens ou des aiguilles ou dans les sens contraires. On pourra vous demander la définition d'un chevauchement, d'une nappe de charriage, d'un pli axial, d'un plan axial. On peut vous demander la définition de la charnière, la différence entre le synclinal et l'anticlinal. Par contre, si la question qui est relative à cette partie est donnée dans les exercices de géologie, c'est-à-dire que si on vous donne la géologie plutôt dans non pas dans la restitution des connaissances, mais c'est plutôt dans le raisonnement scientifique, dans le deuxième volet de l'examen, le genre de question qui revient toujours à ce niveau, on vous donne une chaîne de montagne. Et on vous demande relever le type de déformation tectonique. Donc vous avez qu'à chercher, est-ce que vous avez des failles ou des décrochements ou des nappes de charriage, des chevauchements, des failles, des plis, et on pourrait vous demander relever par exemple du document ce qui pourrait montrer le type de force qu'a été les forces qui ont été à laquelle a été soumise la zone étudiée. Donc, vous devez donc vous référer. Si vous avez des failles normales, donc c'est la distension. Outre les failles normales, donc toutes les autres déformations, il s'agit de forces. Je m'excuse. Il s'agit de forces compressives. Et donc, ce type de déformation, on va en parler justement dans le chapitre suivant, qui est la formation des chaînes de montagne. C'est ce qu'on appelle la genèse ou orogenèse. Donc, c'est la formation des chaînes de montagne. À la prochaine vidéo.